Que se passerait-il si les avions ne volaient pas à 10, 11 ou 12 km d'altitude, mais seulement à 5000 mètres? À première vue, cela semble un changement mineur. Ils restent éloignés du sol, continuent d'utiliser des moteurs à réaction et la vue depuis le hublot ne serait pas si différente, mais modifier cette altitude transformerait complètement la façon dont fonctionne l'aviation moderne. L'intuition nous trompe. Nous pensons que plus nous sommes proches du sol, plus nous avons de contrôle, et que voler à 5000 mètres doit être plus sûr, plus stable et plus simple. Cela semble logique. Moins de hauteur implique moins de risques. Mais l'aviation ne fonctionne pas selon une logique intuitive, mais selon la physique, la thermodynamique et l'aérodynamique, et tout dans un avion, de ses ailes au logiciel de son moteur, est conçu en pensant à une altitude qui n'est pas un hasard, la seule qui permette au système entier de fonctionner. À cette hauteur, environ 10 ou 11 km au-dessus du sol, l'air est plus rare et l'atmosphère devient stable. Les moteurs fonctionnent plus efficacement, la résistance diminue et la météorologie devient plus prévisible, ce qui permet que la consommation baisse suffisamment pour rendre le transport aérien mondial viable. Déplacer un avion de centaines de tonnes ne se fait pas n'importe comment. Il a besoin d'un environnement qui l'accompagne et non d'un environnement qui l'oblige à lutter à chaque instant. C'est pourquoi suggérer que les avions volent à seulement 5000 mètres n'est pas une question triviale. C'est demander ce qui se passe lorsque l'on pousse un aéronef hors de son écosystème naturel. Lorsque vous le contraignez à voler dans un air plus dense, plus turbulent et plus chargé de phénomènes météorologiques, entouré d'obstacles, avec plus de trafic et moins d'efficacité. À partir de là, les choses deviennent intéressantes. Si descendre à 5000 mètres semble une idée inoffensive, qu'est-ce qui commence à défaillir en premier lorsqu'un avion tente de voler dans un tel environnement? Dans ce régime de vol, l'avion cesse de se déplacer dans l'environnement pour lequel il a été optimisé, et chaque kilomètre parcouru commence à exiger plus d'énergie tandis que les forces qui agissent sur la structure deviennent plus persistantes, et que l'air ne glisse plus autour du fuselage avec la même aisance. La sensation générale est que tout le système commence à travailler contre le milieu, plutôt que de s'y appuyer. À 10 ou 12 km d'altitude, où les avions passent la majeure partie du vol, l'air est beaucoup moins dense, et c'est précisément cela qui leur permet de se déplacer efficacement. Les frottements sont réduits, la résistance diminue et l'énergie nécessaire pour maintenir la vitesse de croisière est bien moindre, de sorte qu'une structure énorme peut avancer sans avoir à se frayer un chemin de force à travers l'atmosphère. En descendant vers 5000 mètres, l'avion entre dans un environnement très différent, avec un air considérablement plus dense, qui modifie la façon dont chaque surface interagit avec l'écoulement. Cela signifie que chaque centimètre de surface exposée, l'aile, le fuselage, les moteurs, les antennes, les volets et le stabilisateur, rencontre davantage de molécules qui le percutent, et cette collision se traduit par une résistance aérodynamique, la principale limite à l'efficacité. Cette résistance supplémentaire ne se répartit pas uniformément et tend à se concentrer d'abord sur l'aile. À moindre altitude, l'aile produit de la portance plus facilement car l'air est plus dense, mais cet avantage disparaît face à l'augmentation de la traînée. Dans des conditions normales, l'aile est conçue pour fonctionner de manière optimale dans un air rare, où la courbe de portance et l'angle d'attaque sont en équilibre avec la vitesse de croisière, mais en descendant à 5000 mètres, cet équilibre se rompt. L'aile nécessite un angle différent. L'écoulement change, l'efficacité diminue. La relation entre la vitesse indiquée et la vitesse vraie se modifie également dans un air dense, où la vitesse aérodynamique augmente rapidement par rapport à la vitesse réelle au sol. Cela signifie que l'avion doit voler plus vite pour éviter certains seuils, mais plus lentement pour ne pas générer de charges excessives. Le résultat est une fenêtre opérationnelle plus étroite, où les marges sont réduites et les manœuvres exigent plus de précision. Tout cela se traduit par des conséquences directes sur l'exploitation de l'avion, qui consomme davantage de carburant car il a besoin de plus de poussée pour maintenir la vitesse dans un environnement plus hostile, tandis que l'autonomie diminue et oblige à effectuer plus d'escales, modifiant des itinéraires entiers et exposant la structure à des niveaux plus élevés de vibrations et de charges dynamiques qui accélèrent la fatigue. Tout cela entraîne des conséquences directes sur l'exploitation de l'avion, qui consomme plus de carburant en nécessitant un niveau de poussée supérieur pour maintenir la vitesse dans un environnement de plus en plus exigeant,
tandis que l'autonomie diminue et oblige à effectuer davantage d'escales, modifiant des itinéraires entiers et exposant la structure à des niveaux accrus de vibrations et de charges dynamiques qui accélèrent la fatigue. À mesure que l'air devient plus exigeant, ce n'est pas seulement la façon dont l'avion se déplace qui change, mais aussi la manière dont la poussée doit être générée pour soutenir le vol. Comment répond un turboréacteur lorsqu'il doit fonctionner en dehors de l'altitude pour laquelle il a été conçu? Dans ces conditions, le moteur commence à travailler en dehors de l'environnement pour lequel il a été optimisé, les turboréacteurs modernes étant conçus pour respirer un air rare, froid et stable, et une architecture complète, des compresseurs et des turbines jusqu'à la chambre de combustion et les rapports de pression, pensés pour fonctionner dans un environnement qui n'existe qu'à 10, 11 ou 12 km d'altitude. À l'altitude de croisière typique, l'air est rare et permet au moteur de fonctionner dans des conditions particulièrement favorables, en comprimant de grands volumes avec moins de résistance et en maintenant un flux stable tout au long du cycle. Le compresseur opère dans sa plage la plus efficace, la turbine reste dans un régime thermique équilibré et la poussée nécessaire pour maintenir la vitesse est relativement faible. Le résultat est une efficacité remarquable, avec une consommation modérée, des températures stables et des performances qui peuvent se maintenir pendant des heures sans écart significatif. Mais à 5000 mètres, les conditions changent radicalement. La densité de l'air augmente de manière significative et bien que cela semble un avantage, cela place en réalité le moteur dans une situation pour laquelle il n'a pas été conçu. Plus d'air entre que nécessaire, non pas parce que le moteur le demande, mais parce que l'environnement l'impose. Le compresseur doit travailler davantage pour maintenir son régime correct, ce qui augmente les températures internes. Pour maintenir la vitesse, le moteur doit tourner à des régimes plus élevés, ce qui implique une consommation de carburant plus importante. Le rapport de pression, qui est crucial pour le rendement d'un turboréacteur à double flux, se déséquilibre. Dans un air rare, le compresseur parvient à augmenter la pression interne à des niveaux optimaux sans trop d'efforts. Dans un air dense, ce rapport se déséquilibre. Le compresseur subit une charge aérodynamique plus importante et la turbine reçoit plus de flux que nécessaire. Cela fait que le moteur fonctionne plus chaud, plus contraint et avec une moindre efficacité thermique. Le cycle de travail du moteur perd en performance. La combustion devient moins efficace. La turbine doit supporter plus de température pour générer la poussée requise et le compresseur atteint plus rapidement des zones d'opération où le risque d'instabilité augmente. Nous ne parlons pas d'une situation dangereuse en soi, mais d'une condition qui accélère l'usure et réduit la durée de vie des composants les plus délicats, pales, roulements, disques, joints, chambres thermiques. Au-delà de ces effets, à 5000 mètres, l'atmosphère est plus humide et plus variable, et le moteur se confronte à une présence accrue d'eau, de particules, de saleté et de glace, augmentant la probabilité d'ingestion car l'avion ne vole plus au-dessus des nuages, mais à l'intérieur d'eux, ce qui accélère l'érosion du fan et du compresseur et élève le risque de formation de glace sur les pales, avec pour conséquence une augmentation des vibrations, de l'usure et la nécessité d'activer des systèmes anti-givre qui consomment encore plus d'énergie. Dans ce contexte, le moteur a été conçu pour exceller là-haut et non en dessous. Le faire fonctionner dans ces conditions, c'est comme demander à un athlète d'élite de concourir hors de son terrain naturel. Il peut le faire, mais pas avec les mêmes performances, ni la même efficacité, ni la même durée de vie. Mais le changement d'altitude ne modifie pas seulement le comportement interne de l'avion. Il redéfinit également l'environnement dans lequel il doit se déplacer, le rapprochant d'une atmosphère plus active, plus instable et beaucoup moins prévisible que celle rencontrée en croisière. Que se passe-t-il lorsque, en plus de cet effort supplémentaire, l'avion cesse de se maintenir en marge du climat et se met à voler à l'intérieur de celui-ci? En descendant jusqu'à cette couche de l'atmosphère, le vol cesse de se dérouler dans l'environnement relativement stable de la croisière et entre dans une région où l'air est en mouvement constant, avec des variations, des formations et des processus qui interagissent en permanence avec l'aéronef. Au lieu de rester à l'écart de la météorologie, l'avion se déplace à l'intérieur de celle-ci, exposé à un environnement beaucoup plus dynamique que celui qu'il rencontre à haute altitude. La majeure partie des phénomènes météorologiques qui représentent un risque réel pour l'aviation se concentrent dans la basse et moyenne troposphère. C'est là que se forment les nuages les plus denses, que naissent les orages, que s'intensifient les courants verticaux et où les conditions atmosphériques peuvent changer en quelques secondes.
Dans ce même environnement, la turbulence devient l'un des facteurs qui modifie le plus l'expérience de vol. Car à haute altitude, elle existe, mais est généralement plus douce, plus prévisible et plus dispersée, tandis que dans ces couches, elle devient un phénomène beaucoup plus fréquent, avec des courants convectifs ascendants et descendants, des poches d'air froid et chaud, et des nuages qui se forment et se dissipent en quelques minutes. Chacune de ces variations affecte directement l'avion, générant plus de charges structurelles, plus de vibrations et un travail accru pour les pilotes. Parmi les différentes manifestations de cet environnement, les orages occupent une place particulièrement critique. En croisière normale, un avion les survole ou les contourne avec de larges marges. À 5000 mètres, l'aéronef se trouve à l'intérieur de la plage verticale où se trouvent les cumulonimbus actifs, la zone la plus dangereuse de l'aviation météorologique. Les éclairs, la grêle, les cellules convectives puissantes, les microbursts, les cisaillements extrêmes et les précipitations intenses font partie du quotidien. Il n'existe aucun moyen de les éviter de manière cohérente. L'avion devrait se dévier constamment, consommant plus de carburant, parcourant des itinéraires plus longs et subissant des charges accrues. Tout cela transforme un vol normalement doux et efficace en une expérience technique beaucoup plus complexe, marquée par la turbulence, la glace, l'humidité, les orages, la variabilité atmosphérique des charges structurelles accrues et un stress opérationnel augmenté. L'avion n'a pas été conçu pour passer des heures à l'intérieur de cet environnement. Il a été conçu pour se situer au-dessus. Mais le problème ne se limite pas aux conditions de l'air, car à cette même altitude, l'espace disponible devient beaucoup plus restreint lorsque l'on imagine tous les avions du monde partageant une bande beaucoup plus réduite de ciel, au point qu'il n'y a tout simplement pas assez de place pour soutenir le trafic aérien tel qu'il existe aujourd'hui. L'aviation moderne fonctionne parce qu'il existe une séparation verticale, les avions ne volant pas tous à la même altitude, mais se répartissant sur des niveaux de vol qui se succèdent depuis le décollage, jusqu'à 12 km d'altitude. Chacun de ces étages permet de séparer des milliers d'aéronefs sans qu'ils n'interfèrent entre eux, mais à 5000 mètres, le nombre de niveaux disponibles se réduit à une fraction minime, de sorte que là où il y avait auparavant des dizaines d'options verticales, il n'en reste plus que quelques-unes, insuffisantes pour accueillir le trafic mondial qui transporte des millions de passagers chaque jour. La séparation horizontale devient également critique, car à haute altitude, les routes restent parfaitement coordonnées pour éviter des croisements inutiles et fonctionnent comme des autoroutes aériennes ordonnées, chacune avec son sens, son flux et sa distance de sécurité. Si tous les avions descendaient à 5000 mètres, ces routes commenceraient à se croiser constamment parce que l'espace vertical ne serait plus disponible pour les étagers, produisant une interaction continue entre des trajectoires qui restent aujourd'hui séparées et multipliant les points de conflit. De plus, à des altitudes plus élevées, le trafic est entièrement contrôlé. En revanche, dans cette même tranche, on pénètre dans l'espace partagé par les hélicoptères, les opérations militaires et les aéronefs qui volent à des vitesses très différentes les unes des autres. Mélanger un avion commercial à 800 km/h avec des avions volant à 200 ou 300 km/h constitue un défi énorme pour la gestion du trafic, car les contrôleurs devraient coordonner des manœuvres de séparation en permanence, augmentant leur charge de travail à des niveaux difficiles à soutenir. À tout cela s'ajoute l'orographie, car la Terre n'est pas plate et montagnes, chaînes et plateaux élevés limitent les couloirs disponibles. De nombreux itinéraires qui aujourd'hui traversent directement des régions montagneuses devraient complètement modifier leur trajectoire, car 5000 mètres n'offrent pas une marge de sécurité suffisante, obligeant à contourner les reliefs élevés et à concentrer le trafic dans quelques passages naturels, là où le terrain le permet. Le résultat serait un réseau beaucoup plus rigide, avec moins d'alternatives et une dépendance accrue à des couloirs étroits, où toute perturbation affecterait plusieurs vols en même temps. Et même si ordonner le trafic et maintenir l'exploitation dans un tel environnement était possible, apparaîtrait une limitation encore plus profonde, moins visible, mais impossible à éluder. L'équilibre économique qui rend le vol viable cesserait d'exister. Car voler aussi bas n'affecte pas seulement la sécurité, mais aussi la consommation, les infrastructures, les coûts et le modèle même qui soutient le transport aérien mondial. Dans ce contexte, il commence à devenir évident que la consommation de carburant devient le premier grand obstacle, car l'aviation repose sur un principe simple. Lorsque l'avion vole plus haut,
l'air est moins dense et la résistance aérodynamique diminue, permettant d'avancer avec une plus grande efficacité. À 10 ou 12 km, un équilibre est atteint qui ne peut être reproduit à une altitude moindre, tandis qu'en descendant vers 5000 mètres, l'air devient plus dense, la résistance augmente et le moteur doit travailler avec plus d'intensité pour maintenir la vitesse, déclenchant un effet cumulatif dans lequel l'augmentation de poussée exige davantage de carburant et réduit l'autonomie. Cette augmentation n'est pas négligeable. À certaines phases du vol, elle peut doubler voire tripler la consommation opérationnelle. C'est à ce moment que le modèle économique des compagnies aériennes commence à se rompre. Dans un secteur où les marges bénéficiaires sont déjà réduites et où toute variation du coût du carburant a un impact direct sur la viabilité de chaque vol. Si la dépense énergétique devait doubler ou tripler, la rentabilité disparaîtrait et les tarifs devraient augmenter à des niveaux difficiles à soutenir, avec des vols long courriers passant de centaines à milliers d'euros et des vols moyens et courts courriers également rendus plus coûteux, devenant inaccessibles pour une grande partie de la population. Parallèlement, une autre conséquence affecte directement l'exploitation du vol, car l'autonomie commence à se réduire de manière drastique. Aujourd'hui, un avion à fuselage large peut traverser des océans entiers sans ravitaillement. Mais en opérant à 5000 mètres, cette capacité serait réduite au point de devoir diviser des trajets qui durent aujourd'hui 10 ou 12 heures en plusieurs escales successives, simplement parce que le carburant ne suffirait plus à couvrir la distance prévue. Chaque escale supplémentaire entraîne des taxes aéroportuaires, plus de temps de voyage, une consommation accrue de ressources et une augmentation générale de la complexité qui finit par élever les coûts d'exploitation. À cette augmentation des escales et de la complexité opérationnelle s'ajoute un effet moins visible mais tout aussi décisif. L'usure structurelle augmente également, car maintenir un avion dans un air dense et turbulent génère des charges plus importantes sur les ailes et le fuselage, tandis que les moteurs, déjà en dehors de leur zone optimale, accumulent plus rapidement du stress mécanique et que les vibrations s'intensifient. Le système anti-givre fonctionnerait plus longtemps et plus fréquemment, ce qui accroît la fréquence et le coût de la maintenance, raccourcit les cycles de remplacement des pièces, avance les grandes révisions et réduit la durée de vie opérationnelle de l'avion, qui finirait par coûter plus cher à maintenir en service. À partir de cette augmentation des coûts de maintenance, un effet plus large sur le système devient visible. Les compagnies aériennes perdraient en compétitivité, certaines routes disparaîtraient, les temps de trajet s'allongeraient et le coût opérationnel grimperait à des niveaux difficiles à soutenir. L'aviation à bas coût disparaîtrait complètement. L'aviation intercontinentale s'effondrerait et le transport aérien perdrait une grande partie de sa fonction stratégique au sein de l'économie mondiale. La conclusion est claire, même si l'on ignorait le climat, la turbulence, la glace, la congestion aérienne et le terrain, l'aviation à 5000 mètres resterait inviable. Elle ne fonctionnerait ni du point de vue de l'ingénierie, ni de celui de l'exploitation, ni de l'équilibre économique qui soutient le système. L'industrie n'est pas optimisée pour voler bas. Elle est conçue pour le faire là où l'atmosphère offre la plus grande efficacité, stabilité et sécurité. L'altitude de croisière n'est pas un caprice. C'est la condition qui permet à l'aviation moderne d'exister telle que nous la connaissons, car la modifier déstabilise le système à tous les niveaux et compromet sa sécurité, son efficacité et sa viabilité économique. Voler aussi bas ne réduit pas seulement les marges de sécurité. Cela rompt l'équilibre qui rend possible le vol soutenu. C'est pourquoi les avions volent haut, car c'est seulement dans cette bande stable et rare de l'atmosphère que convergent les conditions permettant à tout de fonctionner simultanément, de la sécurité à l'efficacité, de l'autonomie à l'équilibre opérationnel. S'écarter de cette altitude n'est pas un simple ajustement, c'est s'éloigner du seul environnement où le système peut se maintenir. Et derrière des décisions comme celle-ci se cache un univers de principes, de limites et de solutions que l'on voit rarement, mais qui expliquent pourquoi le monde fonctionne comme il fonctionne. Si vous souhaitez continuer à explorer ces histoires et comprendre les mécanismes invisibles qui soutiennent des systèmes aussi complexes, vous pouvez vous abonner à la chaîne et laisser un like pour aider l'algorithme à recommander le contenu, afin que nous puissions continuer à approfondir ensemble tout ce qu'il reste encore à découvrir.